18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Le FC Sion reprendra le chemin de la compétition ce vendredi après une trêve hivernale de plus d'un mois. Yves Bourdin sera avec nous pour en parler. En hockey sur glace, le HC Viège se bat pour décrocher sa place en play-off alors qu'il ne reste plus que 5 rencontres à disputer. Défenseur des Hauts-Valaisans, Dan Weisskopf évoquera cette dernière ligne droite à nos côtés. Et enfin, on terminera avec du ski en évoquant le Freeride World Tour en compagnie du Martinerin Martin Bander. Football, hockey sur glace et ski alpin au menu, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM. Rhône FM, Zone Mixte avec Johan Roduit. Et dès à présent, la ligne WhatsApp de la radio est ouverte. Nous attendons vos questions ou vos remarques au 079 327 10 10, 079 327 10 10. Et place donc au football, alors que le dernier match officiel du FC Sion remontait au 15 décembre dernier avec cette victoire 2-1 contre Chafouz. Les Valaisans reprendront le chemin de la compétition ce vendredi contre le FC Ville. Et pour évoquer cette trêve hivernale et les mois à venir, je suis en compagnie de notre plus fidèle consultant football, Yves Bourdin. Yves Bourdin, salut. Salut Johan et bonjour à tous. Alors Yves, durant cette trêve, il y a eu passablement de choses dont on va parler, des matchs amicaux, des transferts, un camp d'entraînement et puis aussi toutes les rencontres importantes pour la suite du FC Sion au niveau professionnel. Mais je te propose de débuter d'abord par les matchs amicaux. Alors les Sédunois, ils ont affronté Young Boys, actuel leader de Super League. Ils se sont inclinés sur le score de 4-3. Ensuite, ils ont croisé le fer avec le club du CF Badalona, futur en 4e division espagnole. Une victoire 3-2. Et enfin, une dernière rencontre perdue 1-0 contre Annecy, 17e de Ligue 2 en France. Avec ces résultats, un petit peu, comment tu analyses cette trêve hivernale? Bon, au niveau des résultats, il y a de quoi rester un petit peu songeur. C'est pas des résultats absolument transcendants. Contre IB, champion suisse en titre, et là qui compte, je crois, 10 points d'avance sur le deuxième en Super League, perdre par un but d'écart, on peut se dire c'est un bon résultat. Ça, c'est sûr. Ensuite, ça reste des matchs amicaux. Les matchs amicaux, le résultat est sans doute secondaire. Le but de Dietolo, c'était de remettre du rythme un petit peu chez tout le monde, refaire des choix. On va en parler sans doute tout à l'heure, mais j'ai vu passer effectivement que Saint-Igny ne sera pas gardé alors qu'il a été intégré dans ces matchs amicaux et au camp d'entraînement. Donc c'est pendant cette période-là que Dietolo jauge un petit peu les forces et les faiblesses de son groupe et permet de relancer au mieux l'équipe pour le second tour. Donc les résultats, c'est secondaire, mais effectivement, quand tu gagnes un but d'écart contre une 4e division espagnole et puis tu perds par un but d'écart contre un relégable de Ligue 2, ça laisse un petit peu des points d'interrogation dans la tête, même si, encore une fois, pour le match d'Annecy, il y a des circonstances qui sont un petit peu, on va dire, atténuantes. Le FC Sion rentrait de Barcelone, a atterri à Genève, a fait 2 heures de bus jusqu'à Lausanne. Il faisait très très froid à la Tuyère. Les équipes ont convenu de raccourcir les mi-temps de 10 minutes, donc c'était 2 fois 35 minutes. Enfin bref, donc il y a eu plein de petits aléas pendant ces matchs amicaux. Il n'y a pas de grands enseignements par rapport aux résultats, mais voilà, si on reprend contre Ville la semaine prochaine en ayant gagné 4-0 les deux derniers matchs, c'est un peu plus simple. C'était une de mes questions, justement. Le FC Sion, on le rappelle, pour l'instant, ils sont premiers de Challenge League avant de reprendre le chemin de la compétition vendredi. Voilà, perdre 2 fois, même si tu as évoqué un petit peu les circonstances, la façon dans laquelle ça s'est fait, est-ce que ça peut entamer la confiance de l'équipe avant de reprendre, ou non, on se dit juste c'est des matchs amicaux, on prend du temps de jeu, on se règle et on repart de l'avant? Non, entamer la confiance, je pense pas, parce qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce que Dietolo a dit à ses hommes, quel était le but vraiment recherché. Encore une fois, je ne pense pas que la victoire était vraiment absolument primordiale, même si faire des matchs amicaux, ne pas encaisser et gagner à la fin, c'est forcément un petit peu mieux pour la confiance. Après, je parlais avant, si on gagne 2 fois 4-0, on sera à ce même micro, puis on se dirait, 2 fois 4-0, faut pas avoir trop de confiance pour aller à Ville vendredi prochain. Donc, c'est vrai qu'on n'est peut-être jamais trop content avec ces résultats, mais je pense qu'il y a plus d'interrogations et de doutes que de certitudes dans la tête des Valaisans. Mais d'un côté, c'est peut-être bien parce que tout le monde sera concentré pour aller jouer à Ville. On va l'évoquer sans doute tout à l'heure, mais jouer à Ville, ça va pas être une partie de plaisir. Pour un match de reprise, ça va être un match hyper intéressant et il faudra être, comme je le dis depuis le début de la saison, à 120% pour ramener quelque chose de Saint-Gall. Ouais. Alors on va encore évoquer une petite partie sur ces matchs amicaux. Il y a eu finalement 7 buts encaissés, 5 marqués. Alors on le sait, le FC Sion sur cette première partie de saison, c'était clairement la meilleure équipe de Challenge League d'un point de vue défensif. Encaisser 7 buts en 3 matchs, est-ce que justement il faut s'inquiéter un petit peu ou c'était l'occasion pour Didier Tolo de
tester des choses et autres. Sur les 7 buts, 4 buts sont pris contre la meilleure équipe du pays, contre Young Boys, qu'on va retrouver en Coupe de Suisse le 29 février d'ailleurs. Donc il faut relativiser aussi. Après, les hommes alignés lors des matchs amicaux sont pour moi le futur 11 de base. Il n'y a pas eu de gros changements avec le premier tour. Et la défense, qui était assez imperméable au premier tour, a été alignée pendant ces matchs amicaux, en tout cas en termes de titulaires. Donc, il y a eu quelques essais, je pense, en défense centrale, avec un petit peu de tournus en deuxième période notamment. Mais encore une fois, le but, c'était une revue d'effectifs et puis donner du temps de jeu et faire monter en puissance aussi au niveau physique le 11 Cédunois. Alors on va changer un petit peu de thème, on va s'intéresser à la case transfert, puisqu'il y a eu quand même quelques informations qui sont tombées sur ce dernier mois. Alors pour le moment, on peut noter l'arrivée du Bulgare Georgi Rousseff, qui nous vient tout droit du CSCK 1948. Il a 25 ans, il est attaquant, il est annoncé comme assez intéressant, pouvant faire lever la foule sur un dribble. Comment tu vois arriver cette nouvelle recrue offensive ? Il a un CV intéressant, il est international bulgare à 14 reprises, marqué un but. Je les ai plus tout en tête les statistiques, mais avec son CSK Sofia, il a vraiment des statistiques vraiment impressionnantes en termes de buts et de passes décisives. Donc son rôle de prédilection, on va dire, c'est ailier droit. Il peut jouer en neuf, il peut jouer en soutien des attaquants, il peut aussi jouer sur l'aile gauche. Il a été engagé, je pense, pour soit jouer en soutien de l'attaquant, soit jouer côté droit, puisque Barthélemy Constantin a annoncé qu'un neuf allait encore arriver sans doute d'ici le 15 février, donc c'est pas l'attaquant qu'on recherche. Mais ça va donner des solutions à Didier Tolo sur les côtés, où des fois on était un petit peu en manque de vitesse, manque de percussion, même si Chipperfield, les derniers matchs sur le côté droit, a fait des excellents matchs, a marqué régulièrement, et encore en amical il a souvent marqué, mais c'est pas un ailier percutant avec de la vitesse et capable de dribbler. Donc ça donne une solution supplémentaire à Didier Tolo. On remarque aussi que sur les 3 matchs amicaux, Rousseff s'est assis 3 fois sur le banc. Donc est-ce qu'il a totalement la confiance de Didier Tolo ? Est-ce qu'il est prêt physiquement ? La réponse dans les prochaines semaines. Mais oui, un CV intéressant pour la 2e division suisse, internationale bulgare, c'est pas rien. Ouais. Alors si pour l'instant, en termes d'arrivée, on peut noter justement celle-ci. En termes de départ, il y en a eu 2-3. Il y a eu notamment Heinz Lindner qui était prêté jusqu'à la fin de saison du côté de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, qui est actuellement leader de Belgique. Il y a aussi eu le départ de Yacine Fortuné qui va, permettez-moi la prononciation, au FC Polissa Zitomir en Ukraine. Lui aussi, il est prêté jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat. Comment tu vois un petit peu ces 2 départs-là potentiels ? Tu vois plutôt ça d'un bon œil ou pas ? On aurait pu se poser la question en fin de saison dernière au niveau du poste de gardien. Est-ce que Fayoulou aura la confiance du staff pour débuter la deuxième partie de la saison ? Fayoulou qui a été très bon sur la ligne, mais qui a été l'auteur quand même de 2-3 boulettes qui ont coûté des buts côté valaisan. Ça a très vite été tranché par Didier Tolo en disant que son numéro 1 était Fayoulou. Après, on sait que Lindner est un international autrichien. Cet été, il y a l'Euro en Allemagne. L'Autriche est qualifiée. Donc Lindner doit absolument engranger du temps de jeu pour pouvoir être sélectionné. Donc la porte était fermée à ce niveau-là au niveau du FC Sion. Il va chez le peut-être futur champion de Belgique. Est-ce qu'il aura le temps de jeu nécessaire pour retrouver une place dans l'équipe nationale ? Tout le monde semble le croire, on verra, mais c'est plutôt un bon transfert pour lui s'il a du temps de jeu. Après Fortuné, éternel espoir, éternel questionnement sur sa personne, acheté très tôt et très cher par Arsenal. Il a vraiment un potentiel incroyable, mais qui ne s'est jamais révélé aux yeux du public. Donc même là, en 2e division suisse avec le FC Sion, il faisait des entrées, mais manque de rigueur sur les placements, manque de rigueur tactique, manque de rigueur technique. Il n'a pas fait des matchs vraiment absolument incroyables. Et puis là, la volonté du FC Sion est de le vendre, vu qu'il y a une option d'achat pour le club ukrainien. Donc voilà pour les départs. On sait aussi qu'il y a Poa qui est annoncé partant, Alabakou aussi qui est annoncé partant, puis j'ai dit tout à l'heure Santini qui va sans doute pas être gardé par Didier Tolo. Donc ça fait encore 3 départs éventuels. Encore faut-il trouver des clubs pour accueillir ces joueurs.
Ouais, alors tu as bien résumé la situation. En termes d'arrivée, pour l'instant, une. En termes de départ, on est à 2, potentiellement 5. Il reste encore du temps pour aller recruter, même si la saison va bientôt reprendre, donc il ne faut pas trop tarder. Pour l'instant, on évoque l'arrivée potentielle d'un 9, mais si toi, tu étais à la place de Didier Tolo, tu ciblerais quel poste pour aller recruter et peut-être combien de joueurs avant la fin? On va noter dans les retours Moubandje, qui peut jouer latéral sur le côté gauche notamment, qui était longtemps blessé, donc c'est presque une nouvelle arrivée. Le Genevois et ancien international suisse, il a pu jouer depuis un moment, donc ça va donner une solution supplémentaire en défense. Un 9, c'est impératif. Non pas que Zorgic ne fait pas le job, mais je pense qu'il a besoin d'être relayé de temps en temps. Zorgic, il a plus 20 ans, mais court, je sais pas combien de kilomètres par match, mais il fait très fort les pressings, il va au combat tous les matchs, et puis enchaîner les matchs les uns après les autres. Il manque peut-être un petit peu de niaque des fois par peut-être de la fatigue physique. Donc il faudra un 9 capable de scorer, plutôt grand gabarit, quelqu'un qui peut marquer les buts de la tête, ou alors un profil qui peut chercher la profondeur, ce qui n'est pas forcément le cas de Zorgic. On a parlé aussi d'un milieu de terrain. S'il y a un départ de Poa, peut-être un milieu de terrain. Barthélemy Constantin a dit que suite au dernier match amical, il y aura discussion. Est-ce que une solution interne pourrait être trouvée? J'ai vu passer aussi qu'il y avait un joueur de Sheffield qui était peut-être annoncé par des sites internet africains, Koulibaly, qui serait international malien, sauf erreur, qui serait annoncé au F Session. C'est des points d'interrogation pour l'instant. Donc un 9 va arriver, ça c'est quasi certain. Pour le reste, on verra aussi les opportunités. Le contingent du F Session, pour moi, est suffisant en qualité pour aller chercher la promotion. Après, il faudra peut-être approfondir un petit peu le banc. Il y a des solutions aussi avec des jeunes du cru. Je pense notamment en défense avec Richard qui a joué quelques matchs et qui a très très bien joué. Il faudra se baser aussi là-dessus si des arrivées ne sont pas confirmées. Alors on change encore de thème, un mot sur les événements importants du 11 janvier dernier. Pour rappel, le président de la ville de Sion, Philippe Varone, le conseiller d'État, Frédéric Favre, le président du FC Sion, Christian Constantin, et le président de l'AVF, Martin Zuvera, ont livré un message commun, un plan d'action qui consiste à pérenniser le football professionnel en Valais tout en soutenant la relève. En gros, une académie a été annoncée, un stade de 15 000 places, à voir sous quelle forme. On va dire, il y a eu passablement de sujets qui ont été abordés, plutôt dans un aspect positif. Quel est un petit peu ton avis sur ce dossier-là, Yves ? Bon, ce qui est positif, c'est que tout le monde se présente devant la presse avec un discours commun et une volonté commune. C'est de pérenniser le football professionnel et donner des perspectives aux jeunes footballeurs du canton. Donc déjà, ça, c'est la première bonne nouvelle. Après, l'académie, on parle de 3 académies en Valais, une dans le bas, une dans le haut, une dans le Valais central, avec les volontés politiques de laisser à disposition du club ou de l'organisation, on va dire, des terrains pour pouvoir créer vraiment les infrastructures pour faire ça. Donc ça semble d'être déjà acté dans la tête des politiques, ce qui est déjà bien. Le stade, il y a pas consensus sur le stade. Tout le monde est d'accord pour dire il faut une infrastructure d'un niveau professionnel. On a Christian Constantin qui milite pour un nouveau stade, mais on a Frédéric Favre, conseiller d'État, qui lui pour l'instant est plutôt sur une rénovation de tourbillon. Quoi qu'il en soit, les politiques ne vont pas laisser tomber le club et ça, c'est la bonne nouvelle. Après, est-ce qu'il y aura un nouveau stade ? À quel horizon ? On parle de 2029 si tout va bien. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. S'il y a des deniers publics qui sont mis là pour le club, il y aura certainement discussion d'un point de vue conseil général peut-être. Est-ce qu'il y aura votation ou pas ? Je ne suis pas sûr. Mais le peuple ou les représentants du peuple devront sans doute un petit peu dire leur avis, on va dire, là-dessus. Donc tout n'est pas gagné. Je le dis, il y a quelques mois encore, on n'était pas sûr que la ville et la commune, la ville et le canton aillent dans le sens du F Session et de Christian Constantin. Maintenant, ce point-là est acté. On peut mettre un petit vu au fond de la ligne et puis dans la to-do list des choses qu'il y a à faire, il y en a encore passablement. Donc, bonne nouvelle, ça donne une perspective sportive aussi au F Session. Ça donne du temps. La licence sportive va être demandée en plein pour le prochain exercice. Donc, s'il y a promotion sur le terrain, le F Session va demander une licence professionnelle de Super League au niveau administratif. Donc, tout ça, c'est positif et ça permet de travailler sereinement ce printemps. Pour la suite, il faudra laisser les gens travailler, les gens trouver des solutions et espérons qu'on ait une solution qui puisse être bien pour le club, pour les supporters et pour les jeunes du canton.
Alors tu l'as dit, concrètement, l'État ne va pas laisser tomber le FC Sion. Le FC Sion qui cherche à remonter en Super League puisqu'ils ont été relégués l'année dernière. Est-ce que ça peut être positif aussi pour l'équipe, dans la tête des joueurs, de se dire, bon, la situation semble s'éclaircir, donc une montée en Super League est possible? Oui, ce qui a posé problème l'année dernière et ce qui a créé la descente du FC Sion de Super League en Challenge League, il y a plein de raisons. Et une des raisons pour moi, c'était le discours un petit peu ambigu de Christian Constantin qui disait dans une année, de toute manière, il n'y aura plus de clubs professionnels, je vais laisser tomber la partie professionnelle, on va partir dans des degrés inférieurs. Quand tu entends ça en tant que joueur la semaine ou quand tu lis ça ou quand tu entends ça à Rhône FM, comment tu te donnes le week-end sur le terrain? C'est un peu les questions qu'on s'était posées autour de ce micro et je pense que le doute a été un petit peu semé dans la tête des joueurs aussi à ce niveau-là. Donc là, avoir cette certitude que les contrats vont continuer en cas de montée en Super League, les contrats vont continuer. Après, sportivement, est-ce que les joueurs auront le niveau pour continuer vraiment? Mais les contrats ne vont pas être dénoncés. Ça va permettre de travailler, comme j'ai dit, sereinement. Et c'est matière ou c'est pas matière justement à se poser des questions et matière à être motivé ce printemps sans avoir des mauvaises ondes dans le cerveau en se disant, non de bleu, dans 6 mois, on sera peut-être au chômage, on devra trouver un nouveau club. Donc ça, c'est un aspect positif sur le sportif, effectivement. Ouais. Alors on termine avec un petit point de situation sur le classement. Le FC Sion qui est premier après 18 journées avec 37 points. Égalité Thun également avec 37 points. Et puis on a ensuite le troisième, Nyon, qui pointe à 24 points. Donc voilà, il y a 13 points de différence entre les deux premiers et le troisième. Première question rapidement. Est-ce que pour toi, le FC Sion et le FC Thun sont presque déjà assurés d'être au minimum pour les barrages? Évidemment non. Évidemment non. Parce que si on se met ça dans la tête, et si les joueurs se mettent ça dans la tête, c'est perdu d'avance. Donc le FC Sion a un matelas confortable sur la troisième place. Et à l'heure actuelle, est bien placé pour être promu en Super League ou être barragiste. Il faut viser la promotion. Barragiste, on a Bâle qui est barragiste actuellement, qui fait, au début de l'émission, qui faisait 0-0 à Zurich. Dernier de classe, c'est Stade Lausanne-Ouchy, qui compte 7 points de retard sur Bâle, mais qui gagnait à Lugano tout à l'heure. Donc les cartes sont distribuées en ce début de printemps ou cette fin d'hiver pour le deuxième tour. Le FC Sion devra ne pas regarder le classement, rentrer sur le terrain avec le couteau entre les dents, jouer tous les matchs comme une finale et gagner un maximum et faire les comptes à la fin. Si on commence à calculer en regardant derrière, on se dit tranquille, Stade Lyonnais, 13 points d'avance, au pire, on est barragiste. Non, ça va pas aller. Et si tu viens dans un barrage en ayant lutté avec Thun tout le printemps, tu as encore cet influx et cette motivation. Si tu joues un petit peu tranquille et puis tu viens, tu laisses partir Thun, t'es barragiste, tu vas jouer un match de barrage contre une équipe de Super League. Il faut pas arriver avec l'esprit un peu trop tranquille. Donc pour moi, il faut se battre sur tous les matchs. Il n'y a pas de discussion à avoir. Il faut aller chercher cette promotion et gagner à Ville dès la semaine prochaine. Ville qui était aussi à 2 doigts. La trêve hivernale, ça fait une année, à 2 doigts d'être promu et qui a tout perdu lors des 5 dernières journées. À 5 journées de la fin, Ville était en Super League et là, ils n'ont même pas joué les barrages. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir et je pense que Didier Tolo, en très grand professionnel qu'il est, c'est pas un discours qu'il va mettre dans la tête de ses joueurs. Bon, alors on avait évidemment encore plein de questions à parler, mais merci Yves Bourdin d'avoir été en notre compagnie ce dimanche soir. Et puis dans quelques instants, on se retrouve pour parler hockey sur glace avec le défenseur du HC Viège, Dan Weiskopf. Et on se retrouve comme promis pour parler de hockey sur glace, mais surtout de la situation du HC Viège en compagnie de l'un de ses défenseurs, Dan Weiskopf. Dan Weiskopf, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par poser le contexte avant d'évoquer votre rencontre de hier soir. Donc avant la fin de la saison régulière, il reste 5 rencontres à disputer pour les 10 équipes de Swiss League. Pour décrocher sa place pour les playoffs, il faut figurer au-dessus de la barre, soit être à la 8e place minimum. Et pour le moment, on peut dire que tout se joue dans un mouchoir de poche, puisque si les 4 premières équipes ont une avance, entre le 5e qui est Sierre et le 9e Winterthur, il n'y a que 5 points de différence, donc tout est possible. Voilà, maintenant que la base est un petit peu posée, on va évoquer la partie de hier. C'était une rencontre contre Winterthur, une rencontre très importante que vous avez gagnée 3-2 après prolongation. Est-ce qu'on peut dire que ce succès, il était plus ou moins vital à cette période de la saison ? Bien sûr, il était vital. L'idéal, ce serait été d'avoir pris 3 points. Malheureusement, on en a égaré un, comme plusieurs fois cette saison. Mais voilà, 2 points, c'est déjà ça. Mais c'est clair que pour nous, la situation actuelle, tous les matchs jusqu'au bout, ils vont être capitales. Alors, vous êtes en train de mener 2-0 hier soir. Ensuite, Winterthur qui revient 2-2. Vous l'emportez finalement après prolongation. Quelle est un petit peu votre analyse sur cette rencontre ?
Bon, je pense que sur l'ensemble du match, on a quand même dominé, clairement. Après, on fait une erreur de changement qui nous donne une pénalité. On encaisse après un but, un deuxième but à 2-2. Et puis après, on doit encore... on finit en prolongation, puis après, quand même en penalty. Au final, on a eu ces 2 points, puis c'était super important, comme tu dis. Ouais, alors vous parlez justement de ces fameux points en ce moment où tout est super important, puisqu'on le rappelle, il n'y a que 5 points entre le 5e et le 9e. Vous voyez comment cette victoire, 2 points de pris ou 1 point de perdu, puisque vous avez pris que 2 points et non 3? Non, c'est clair, moi je veux les 3 points, toute l'équipe aussi, et puis toute l'organisation, tout le club. Après, c'était une situation où chaque point, ils sont super importants. On peut voir ça des 2 façons, mais c'est clair qu'on a perdu 1 point. Et puis un petit mot aussi sur votre prestation personnelle hier soir. Comment vous êtes senti sur la glace? Moyen, j'ai eu une semaine un peu difficile au niveau de famille. Ils sont 2 petits garçons qui étaient malades, ma femme aussi. J'ai pas beaucoup dormi. C'était, je pense, clairement pas mon meilleur match. Voilà, maintenant ça fait partie de la vie. Quand il y a un match, il y a l'à côté du hockey. Le hockey, j'ai sûrement pas fait mon meilleur match, mais au final, la victoire, c'est le plus important. Alors on va se pencher sur la fin de cette saison, le calendrier qui vous attend. 5 rencontres au programme, ça va pas être forcément évident. Vous commencez par la Chaux-de-Fonds mardi, Bâle jeudi, le derby contre Sierre samedi, avant d'enchaîner les Bellinzona Rockets et les Getseka Lions. Concrètement, sur 5 matchs, il y a un derby contre Sierre, un match contre le dernier, et vous affrontez aussi les 3 premiers du classement. Quelle est votre vision un petit peu sur ces 5 matchs qui vous attendent jusqu'à la fin de la saison régulière? Ouais, c'est clair, là, la prochaine semaine, elle va déjà être capitale pour nous. On a 2 matchs à la maison, à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Gros derby contre Sierre, avec objectif de remplir la patinoire. C'est le money time, comme on dit. Là, et on peut plus se cacher, il faut plus trouver des excuses, il faut aller à chaque soir comme... je pourrais dire que c'était le dernier match, et puis on n'est pas dans une position où on peut commencer à calculer peut-être celui-là il va être difficile, on se concentre sur le lendemain ou comme ça. Les 5 derniers matchs qui restent, il faut aller à fond. Nous on peut dire qu'on est déjà en mode playoff. Comme tu as expliqué avant, je pense de 5 à 9, toutes les équipes peuvent finir 5e ou 9e, pardon. Donc ça va être super important jusqu'au bout. Alors hier, vous gagnez contre Winterthur, un concurrent direct, mais là, les 2 prochaines rencontres, c'est le premier et le deuxième de Swiss League. Qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux, de plus juste, que vous n'avez peut-être pas fait hier soir pour espérer décrocher un résultat positif, prendre des points qui sont très importants? C'est sûr. Là, on a Chaux-de-Fonds et puis Bâle, 2 équipes qui jouent extrêmement vite, très très offensifs, qui sont peut-être un peu moins organisées défensivement, mais avec une grosse force de frappe offensive. Et puis, ça sera important de pas se laisser submerger au début du match, laisser passer la tempête, et puis après garder nos structures et puis réussir à mettre quelques buts d'entrée de match, ça serait l'idéal. Qu'est-ce qu'on se dit dans le vestiaire quand on est dans votre situation? On s'approche de la fin de saison, il y a beaucoup de pression, tout se joue à peu de choses. Qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, c'est clair. Je pense qu'il n'y a personne qui se voile la face chez nous en ce moment. C'est notre réalité. On est là. On a, je pense, vraiment un super groupe dans le vestiaire, des bons gars, tout le monde qui est, malgré notre situation, qui a du plaisir à venir à la patinoire les matins, puis les soirs de match, et puis à travailler. Donc ça, c'est quelque chose de super important, parce que si en plus des résultats, t'as un vestiaire qui est pourri ou pas sain, ça complique vraiment le tout. Puis maintenant, moi, je pense que grâce à ça, ça va nous permettre d'aller au bout de nos objectifs, pardon. On va justement parler un petit peu de ces objectifs, faire un petit bond dans le futur. Le 2 février prochain, vous serez fixé sur votre destin. Ça sera la fin de la saison régulière. Est-ce que pour vous, tout autre résultat qu'une qualification en play-off serait un échec pour le HC Vielle? Oh oui, un échec total même, je pense que tu peux le dire, c'est clair. On veut aller en play-off. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je sais, en ayant pas mal de copains dans les autres équipes du top 4, il n'y a personne qui serait ravi de nous avoir en play-off. Ça, comme tu le dis, c'est de la musique d'avenir. D'abord, faut se qualifier, mais tout le focus puis toute l'énergie du groupe il va dans cette direction.
Alors vous avez parlé avant, vous avez dit on est déjà un petit peu en mode play-off maintenant. Est-ce que la pression elle commence à se faire ressentir? On voit que l'échéance se rapproche. Est-ce que ça pèse sur vous ou c'est quelque chose que finalement en tant que sportif professionnel on gère plutôt bien? Oh, c'est clair, ça dépend des joueurs. Après, dans une équipe, tu as plusieurs sortes de caractères différents. Après, voilà, les matchs qui comptent, les matchs contre les grosses équipes, c'est... sans dénigrer personne, mais c'est plus intéressant que de jouer le dernier, les Rockets ou comme ça. Là, il y a vraiment un enjeu, et puis c'est là que tu vois le courage, le leadership de certains joueurs. Et puis c'est clair, comme je t'ai dit avant, ça m'aurait fait plus plaisir de venir dans ton studio en étant leader du championnat. Maintenant, c'est pas le cas. Puis comme je te dis, c'est notre réalité. Puis on doit faire face et puis aller à fond jusqu'au bout. Alors de base, quand vous commencez la saison, quand vous mettez les premiers objectifs, vous aviez pensé atteindre quelle place? Est-ce que vous aviez déjà posé quelque chose? Bon, après, on en a parlé un peu à l'interne, aussi à l'externe. Ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait être meilleur que la saison passée. Après, là, on fait les comptes à la fin, comme on dit. Et puis, l'objectif, il a pas changé. Après, c'est clair qu'une fois que tu es en play-off, tu vas aller jusqu'au bout et puis tu veux arriver champion. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, l'objectif, c'est juste, entre guillemets, d'être dans les playoffs et après, advienne que pourra? Ou, vu que tout est serré, on se dit, non, on a encore la possibilité peut-être d'aller chercher une 5e, une 6e place et on va essayer d'aller accrocher une meilleure position? Ah non, c'est clair, comme je t'ai dit avant, de 5 à 9, tout est encore ouvert. Et puis, voilà, non, je me répète, mais on n'est pas dans une situation où on peut commencer à calculer quel point on veut prendre ou quel points sont moins intéressants. On veut monter le plus haut possible et puis c'est notre objectif. Et puis faire les playoffs, c'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Alors il y aura un derby face à Sierre. De base, on le dit déjà, un derby, c'est un match qui est attendu, un match qui a une saveur particulière pour les joueurs, mais là, ça sera un match à double saveur particulière, si on veut bien, puisque ce sera un match qui peut être décisif en plus pour la qualification pour les playoffs. Bien sûr, ça c'est les meilleurs matchs, on en a déjà parlé. Voilà, là il faut performer, pas trouver d'excuses, mettre tout ce qu'on a sur la glace et puis gagner ce match. Quand on est joueur, qu'est-ce qu'il y a de différent dans un derby pour que les gens comprennent par rapport à un autre match? Bah, c'est clair, les derbies en général, c'est deux équipes qui sont géographiquement pas très éloignées. Donc ça, voilà, t'as tout un public derrière, qui est derrière une équipe ou derrière l'autre. Et puis voilà, t'as envie d'être la meilleure équipe du canton. Et puis maintenant, il y a 3 équipes en Valais. Je pense que ça fait vraiment des beaux derbies, des matchs intéressants. Et puis ça rajoute un petit excitement en plus. Et puis, ce public que vous évoquez, il a une importance réelle. Il fait la différence quand on joue, qu'on a le soutien de son public. Ah bah oui, c'est clair. Ça, c'est quelque chose qui fait, qui donne une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Et puis, quand le public il est vraiment bon en tant que joueur, ça te met dedans direct, quoi. Alors voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la situation actuelle du HC Viège qui sera du coup en déplacement tout bientôt. Ça sera mardi pour un prochain match. Merci Dan Weisskopf d'avoir été avec nous en ce dimanche soir. Merci à vous, bonne soirée. Très belle fin de soirée à vous aussi. Et dans quelques instants, place au ski alpin et au freeride de World Tour où Martin Binder nous fera le plaisir d'être avec nous. Et on va terminer cette émission Zone Mixte en parlant de freeride en compagnie du Valaisan Martin Binder. Martin Binder, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes originaire de Martigny. Le vélo, le ski freeride ont bercé votre quotidien. Cette saison, vous allez être de la partie sur la compétition la plus prestigieuse du ski freeride, à savoir le Freeride World Tour. On aura l'occasion de parler de toutes ces choses-là. Mais avant de commencer, on va peut-être s'intéresser un petit peu à vous, à quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors effectivement, en fait, j'ai grandi à Chemin Dessus et du coup, ça m'a permis de faire beaucoup de vélo. Avec mon frère, du ski tout le temps, on allait skier à Verbier. Nos parents, ils nous ont inscrits au club de freeride et c'est là qu'est vraiment née notre passion, quoi. Enfin, ma passion surtout, ouais. Alors, vélo, freeride, jusqu'à quand ça a duré? Quelle importance ça a pris dans votre quotidien? Comment ça s'est un peu passé à ce niveau-là? J'ai fait vraiment beaucoup de vélo et de ski jusqu'en 2022, je dirais. La saison passée, l'été passé, j'ai un peu calmé parce que le ski prenait un peu plus d'ampleur. Donc jusqu'à là, je faisais les deux et maintenant, je fais un petit peu plus de ski quand même. Mais je garde toujours le plaisir du vélo à fond. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ces deux disciplines? Qu'est-ce qui fait que vous dites « Ah voilà, ça, c'est 2 choses que j'ai fait que j'ai envie de faire encore ». C'est que je dirais qu'on a vraiment le terrain ici qui est approprié pour. Donc ce serait bête de ne pas en profiter. Puis quand je le fais, j'ai l'impression
d'être libre, ça me libère un peu l'esprit. Puis en ski, on va où on veut, on fait les sauts qu'on veut, il n'y a pas trop de pression. J'ai pas l'impression typiquement de m'entraîner quand on va skier. J'ai l'impression que c'est une session avec les potes et c'est ça qui est cool. Ouais. Alors vous l'avez dit, le vélo un petit peu moins en ce moment, le freeride, le ski, ça prend toute la place aujourd'hui. Vous allez évoluer dans la compétition la plus prestigieuse, mais quelles ont été un petit peu ces étapes pour arriver justement jusqu'à ce niveau-là ? Alors j'ai commencé la compète dans la catégorie U14 à 13 ans. Dès que j'ai pu, avant je me réjouissais trop de pouvoir commencer et j'ai direct accroché. Et puis de là j'ai fait U16, U18, toutes les compétitions juniors. Toujours eu autant de plaisir. J'ai fait vice-champion du monde junior en 2021, champion du monde junior en 2022. Et la saison passée, c'était ma première saison sur le circuit adulte, donc le qualifier. J'ai eu un peu de peine en début de saison à me mettre dans le truc, mais j'ai pu accéder au final. Et pour moi, c'était un peu comme un nouveau départ et ça m'a permis de gagner ce classement des finales et d'avoir ma place sur le Freeride World Tour cette année. Alors avec de tels résultats chez les juniors, ça donne beaucoup de confiance pour continuer sa carrière. Ouais, disons que je pense que je prends un peu une chose après l'autre. Enfin, les juniors, c'était quelque chose et maintenant, le circuit mondial, ça va être encore une autre, mais je me réjouis trop de commencer. Ouais. Alors on va parler de ce circuit, peut-être déjà pour que les gens puissent situer qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être bon pour performer dans cette discipline. Je dirais qu'il faut être déjà assez flexible parce que les organisations, c'est toujours un peu... On a toujours un peu de la peine avec les conditions, on fait beaucoup en fonction de la météo, donc faut pas être trop rigide ou quoi, et faut pas avoir peur d'aller vite, de faire des sauts et surtout s'amuser le plus possible, je dirais. Comment on s'enlève cette peur des sauts ? Parce qu'on sait, pour le commun des mortels, souvent, c'est la première chose qui nous fait peur. Comment on passe là-dessus ? On fait progressivement. D'abord, on commence avec des tout petits, puis après, on ajoute un petit peu quelque chose, on fait un peu plus grand, on fait une variété, et puis il faut varier, continuer d'essayer de faire un peu toujours plus grand et progresser comme ça, sans trop se prendre la tête, je dirais. J'imagine que la préparation, c'est aussi un élément important pour être bon, pour performer. À quoi ça ressemble un petit peu une semaine d'entraînement pour vous ? Je dirais que l'été, le vélo, c'est quand même bien complémentaire, ça permet de rester actif. Et sinon, pendant la saison, une semaine, c'est passer le plus de temps possible sur la neige, varier un peu les terrains et faire en fonction des conditions comme elles sont. Alors vous l'avez dit, vous avez eu un parcours, vous avez pris les étapes les unes après les autres, mais d'arriver aujourd'hui au plus haut niveau du freeride, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ouais, pour moi, c'est clairement une fierté. C'était un objectif depuis que je suis tout petit. J'ai toujours regardé ce Freeride World Tour en me disant que je voulais y participer. Et maintenant, d'y être cette année, ça va être trop bien, je me réjouis. Et est-ce qu'il y a déjà une nouvelle réalité ? Est-ce que votre quotidien est un petit peu différent ou pour l'instant, vous n'avez pas encore pu mesurer tout ça ? Alors, on n'est encore pas parti en compétition. Donc, le côté vraiment immersion au Freeride World Tour, j'ai encore pas trop pu avoir. Mais dans les entraînements, je sens quand même que j'ai une intensité un peu différente. Je réfléchis un peu différemment, je prépare mes sorties en fonction. Ouais. Je sens que là, je suis chaud. Et comment on prépare ? Comment ça se passe un petit peu ? Je dirais que j'ai beaucoup regardé les lives des années précédentes pour voir ce qui se faisait, les phases, me préparer un peu, essayer de trouver des similitudes à l'entraînement. Et voilà. Alors on va se concentrer maintenant sur cette saison de freeride. Vous auriez dû vivre votre première étape le week-end prochain. Ça a été annulé à Baqueira Beret en Espagne à cause des conditions. Est-ce que vous êtes un petit peu déçu ou vous arrivez à vous dire c'est pas grave, ça sera reporté, il y aura l'occasion de prendre plus tard ? Ouais, je suis un petit peu déçu parce que je me réjouissais beaucoup de cette première étape, mais après les conditions on fait avec et on n'a pas le choix de toute façon. S'il n'y a pas de neige, on préfère qu'ils nous disent avant que d'aller en Espagne faire le trajet et tout ça, donc on est quand même content qu'ils nous aient prévenu avant, comme ça on peut rester ici, profiter de la bonne neige qu'on a en Valais puis faire comme ça. Ouais. On arrive à gérer ça facilement, de dire on était en mode compétition, j'imagine que vous étiez en train de vous préparer à ce que vous alliez faire justement là-bas et tout d'un coup tout est annulé, il faut redéplacer de quelques semaines. Ouais, je pense que du coup on met direct une croix sur cette compète et on passe à l'autre comme si elle avait jamais eu lieu ou si elle était déjà passée, et on prend une chose après l'autre et il faut avancer comme ça. Et alors cette suite de saison, à quoi elle va ressembler ? Alors mon objectif, ça va être de passer les finales, ça veut dire d'être parmi les 11 meilleurs skieurs sur 22 pour pouvoir faire une saison prochaine sur le Tour, et les finales donc à Fieberbrunn en Autriche et à Verbier, bien sûr, ce serait quand même l'objectif de cette saison. Et c'est un objectif qui est difficile, vous dites je dois beaucoup travailler pour arriver, c'est un objectif que vous estimez réalisable, comment vous le jugez un petit peu ?
Ouais, je pense que c'est réalisable. Après, il va falloir faire gérer bien une compète après l'autre. Et bon, la concurrence, elle est vraiment rude cette année. Il y a plein de riders que j'admire qui sont trop forts et je pense que ça va être une bonne bataille. Ouais. Alors déjà, peut-être un mot sur la compétition. Les gens connaissent pas forcément comment ça se passe. C'est vrai que c'est un sport un petit peu de niche. Comment se déroule une compétition ? Alors, quelques jours avant la compète, ils nous donnent le lieu. Donc, on va voir depuis en face la descente qu'on va faire. On regarde à la jumelle, on choisit les sauts qu'on va faire, les zones dans lesquelles on va skier. Et après, on prépare une ligne. Et il faut savoir qu'on ne peut pas skier la face avant la compète. Donc, après, le jour J, on monte, on fait notre run et les juges, ils nous mettent une note et on espère que ça score. Comment c'est ça de descendre sur un tracé pour la première fois et d'être directement noté, de ne pas avoir l'occasion, comme d'autres disciplines alpines, d'aller s'entraîner, de faire une reconnaissance ? C'est ce qu'il y a dans notre sport, il y a une petite part d'improvisation un peu à chaque fois et au final c'est ce qu'il y a de cool, on fait en fonction de la neige et tout ça, des fois ça peut être plus gros que ce qu'on a prévu et ça fait une bonne surprise un peu à chaque fois. Ouais. Vous avez parlé avant, vous avez dit il y a plein de riders que j'ai en tête, que je trouve ça assez impressionnant. Vous êtes inspiré de certains d'entre eux pour progresser, pour arriver aujourd'hui où vous êtes ? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Quand je regarde les lives, je suis le World Tour depuis, je pense, 10 ans maintenant. Donc tout ce qui a été fait, j'essaye de regarder, de m'inspirer, prendre des idées. Et puis c'est comme ça qu'on progresse aussi, je pense. Alors vous avez parlé des objectifs pour cette saison. Si vous regardez peut-être à moyen court terme, est-ce que vous avez aussi déjà coché des choses ? Vous voyez déjà un peu des objectifs ? On a eu un super début de saison, donc on a bien pu s'entraîner. On a eu pas mal de neige à Verbier, donc tout ce qui est pour l'entraînement, je pense qu'on a pu bien profiter. Et puis les objectifs de là, c'est atteint, mais après pour la compétition, c'est dur à dire avant d'y être. Et puis en rêve, est-ce qu'on se dit voilà, il y a quelque chose que j'aimerais faire à tout prix un jour, même si c'est peut-être irréalisable ? Ah bah j'aimerais bien gagner l'extrême de Verbier, ça c'est comme tous les jeunes freeriders, je pense. Parfait, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Martin Binder, de nous avoir accompagnés en ce dimanche soir. Merci à vous. Excellente fin de week-end à vous. Et merci aussi à Malena qui s'occupe de la technique et du bon déroulement de l'émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été à l'écoute de Rhône FM en ce dimanche soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.